Bonsoir à tous. Critique d'un art qui attire et divise. Dans l'exposition, beaucoup de monde, mais les interprètes dominent malheureusement les artistes. Sous nos yeux se défilent tristement des tableaux peints en noir avec des plumes remplies d'insanité, éloquence, écoute, arguments. A-t-on fermé le vieux dictionnaire? Outrage, insultes, discours ethnicistes et même régionalistes a-t-on ouvert un autre? Unir ou diviser, séduire ou détruire, punir ou servir, la politique est divisée entre ces deux extrêmes. Pour un nouvel art politique, le thème 2 de votre émission BL 2, deux invités en face de vous. L'une est une analyste ou enseignante en sciences politiques avec des analyses fines et belles. L'autre, un essayiste et romancier avec une plume rebelle. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir d'abord, Dr Ndeye Astou Ndiaye. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Bonsoir, Pape. Je suis ravie d'être là et surtout de te revoir. C'est toujours un plaisir. Et je suis aussi ravie de faire la connaissance de M. Ndao, que j'avais déjà lu dans Politisez-vous avec d'autres jeunes. J'avais bien apprécié l'ouvrage. Et c'est le premier ouvrage, c'était Politisez-vous, un ouvrage collectif. Il y avait Farid Ndao, Hamidou Anne, Abdoulaye Sène. La politique au centre et au cœur de son premier ouvrage, ou deuxième ouvrage, premier ouvrage, parce qu'il s'agit d'un roman magnifique. À notre échelle, on peut parler de succès de librairie, c'est le dernier des arts. Farid Ndao, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Papa Dune, bonsoir au docteur Ndiaye. Je suis content d'être là et de pouvoir échanger sur tous ces sujets qui ont été évoqués, et je pense qu'il y a beaucoup à dire avec une intervenante de qualité comme le Dr Ndiaye. Oui, c'est l'émission de qualité qui fera grand bruit. J'aime bien cette expression pour ancrer ça dans la tête, non pas des téléspectateurs, mais les internautes, parce que c'est bel podcast. Parlons un peu de la politique. Ce livre nous a inspiré, Le Dernier des Arts, je vous le rappelle encore, c'est un succès de librairie. Excellent roman avec une belle plume. Le premier du romancier, mais pas de l'essayiste Farid Ndao. La politique et art. Docteur Ndeye Astou Ndiaye, vous qui avez enseigné la science politique dans les temples du savoir, pourquoi la politique est assimilée à un art? Pourquoi la politique est assimilée à un art? Je pense que c'est Bismarck qui disait que la politique est plus un art qu'une science. Il n'avait pas tort dans la mesure où, effectivement, il faut de la créativité, il faut de l'imagination, et puis aussi, il faut de la beauté. Tout ce qui rejoint, justement, le contenu de l'art. Et à partir de ce moment, on ne peut voir cette science qu'à travers, en fait, soit l'œil d'un artiste, soit l'œil de quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui a envie de découvrir, d'aller plus loin. Et quand je dis quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui a envie d'aller plus loin, c'est cet étudiant qui veut faire de la science politique. C'est aussi ceux qui sont en dehors du temple universitaire et qui nous demandent tout le temps, mais qu'est-ce que vous enseignez à vos étudiants? À faire de la politique? Et à chaque fois, on se dit non, mais c'est pas du tout à faire de la politique. On leur apprend, c'est une science avec un objet d'étude et des méthodes. Et c'est aussi une science qui est très transdisciplinaire. On peut y retrouver de la philosophie, on peut y retrouver de l'économie, on peut y retrouver énormément de choses. Mais en même temps, quand on remonte en fait à ce qui fait la beauté de la science politique et ce que je devrais dire de la politique, et par-delà même ce qui fait en fait la beauté, j'ai envie de dire, du politique, c'est-à-dire du domaine politique, c'est son histoire. Son histoire par rapport à la Grèce antique, mais au-delà aussi, l'histoire qui est la moins visitée, c'est son rapport par rapport en fait à l'histoire, au berceau de l'humanité, l'Afrique, une histoire qu'on ne cite pas souvent, dont on ne fait pas référence souvent, et pourtant qui a existé. Et donc, parlant maintenant de la cité grecque, parce que c'est celle qu'on connaît davantage, Polis, Politeia, entre autres, donc cet espace où encore, devrais-je dire, ce qui fait citoyen, ce qui fait communauté, entre autres, on ne peut y voir que la beauté. Comment faire de telle sorte que les citoyens forment une communauté. Donc, on passe du « qui suis-je » à « qui nous sommes ». À partir de là, il y a une construction. J'ai envie de dire, il y a une fresque qui se dessine, et quand on parle de fresque, bien entendu, on ne peut ne pas faire allusion à l'art. Oui, le tableau dessiné dans votre ouvrage, parce qu'il est important qu'en matière, vous dites, ou l'auteur dit,
c'est le dernier des arts. Pourquoi pas le premier quand on parle un peu de la politique, Farid Ndao? Cela est l'avis de Voltaire, qui dit que la politique est le dernier des métiers et le premier des arts. Pour ma part, dans cet ouvrage, j'ai voulu explorer le dilemme qui s'oppose à tout acteur politique ou tout aspirant politique. C'est quel est le coût, donc le coût humain, le coût éthique de l'engagement. Lorsqu'on veut faire pour les autres, qu'on a de grandes ambitions et qu'il y a de grands enjeux, il y a forcément de la compétition. Qui dit compétition dit qu'il faut jouer des coudes. Il faut donner des coups d'épaule parfois, donner des tacles, recevoir et donner des coups. Et donc, est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on se pense assez outillé pour ça? Est-ce qu'on se pense assez fort pour cela? Est-ce qu'on se pense capable, une fois qu'on a agi d'une certaine manière, de traverser ces zones de turbulence avec l'esprit tranquille? Ce sont de grandes questions qui ne sont pas simples à résoudre. Et je pense qu'ils se posent à nous tous. La politique est un espace particulier où on exprime justement ces grandes questions de l'humanité. Est-ce que ce que je fais en vaut le coup? Souvent, on se pose tous cette question. Et si Voltaire dit que c'est le premier des arts en lui donnant une forme de noblesse absolue, voilà. Moi, je pense que c'est le dernier des arts dans le sens le plus vil, donc VIL, le plus sombre des arts. Mais en même temps, c'est l'art ultime. Je trouve que les politiques de qualité dans les démocraties représentatives sont doués. Ils sont des artistes. On pourrait dire ça. Ce sont des tribuns, ils parlent très bien. Qui ose dire que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un homme d'une culture extraordinaire, que Barack Obama n'est pas un bon communicant, que, je sais pas moi, Ousmane Sonko n'est pas charismatique. Vous avez ces caractéristiques-là, qui sont des caractéristiques que vous pouvez retrouver chez les grands artistes, quelle que soit leur discipline. En tout cas, les grands artistes qui ont des disciplines de scène. Donc, il y a même une dimension scénique dans la politique. Les meetings, c'est une mise en scène. Les discours, Charles de Gaulle retenait ces textes de conférences de presse par cœur, des textes qui duraient plus d'une heure. Il les retenait par cœur à 60 ans passés. Donc, et ça, c'est digne d'un comédien qui retient son texte de théâtre. Donc, il y a cette dimension-là. Donc, c'est des gens qui sont doués, les politiques, mais en même temps, ils sont doués pour tomber parfois dans les bas-fonds de la morale humaine, sachant que malgré cela, ils peuvent, et souvent, ils ont des objectifs nobles. Pour moi, il ne faut pas confondre la finalité de cet art-là et la manière dont il est pratiqué. C'est surtout ça que je voulais souligner. C'est important, on parle là de ce tiraillement. Il y a un aspect soulevé par Farid Ndao, c'est la dimension représentation. Est-ce qu'il y a un art de la représentation? Scène, meeting, discours, regard, salutation, quand on fait un peu de la politique, docteur Ndaye Ndiaye? On est obligé d'en faire. On est obligé d'en faire. Il a parlé de différents hommes politiques, pas de femmes malheureusement. C'est juste pour vous titiller. Mais en fait, effectivement, tous ces hommes, toutes ces femmes politiques qu'on voit aujourd'hui, et de plus en plus sont obligés justement de faire de la scène. De faire de la scène pour montrer un peu plus de charisme, pour se faire écouter, entre autres. Je pense que c'était un jeune étudiant d'un syndicat de gauche en France qui disait que j'aime bien quand Hollande écrit, mais quand il parle, c'est affreux. On n'a pas envie de l'écouter. Mais effectivement, en réalité, ça a toujours manqué chez Hollande. Et ce qui faisait qu'il manquait de charisme, il manquait même de charisme pour aller au-devant du Parti socialiste et pour avoir une certaine légitimité. Tout ce que, par exemple, quelqu'un comme Fabius, qui ne parlait pas beaucoup, mais avait... tout ce que, comme quelqu'un de la droite, Villepin, dont il a parlé tout à l'heure, ne souffre pas du tout. Et donc, aujourd'hui, en fait, ce qui fait qu'on écoute de plus en plus, et je dis aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement aujourd'hui, Martin Luther King disait qu'il répétait même lui-même ses discours, et là, les fois où il répétait le moins ses discours, c'était au moins 21 fois avant de monter sur scène. Et on voit maintenant, quand on cite les hommes les plus charismatiques, il en fait partie. Obama, je pense qu'il fait pareil. Parfois, ses sourires, on a juste l'impression de se dire, ses sourires, une larme qui coule, tout a été monté, tout a été mis en scène.
Et c'est toute une équipe qui est derrière ces hommes et ces femmes politiques-là. Et donc, effectivement, à partir de ce moment, on peut se dire, il y a une représentation. Mais après, quand il y en a beaucoup aussi, on peut douter de la franchise de la parole. On peut douter aussi, surtout, de l'éthique. Et il a parlé de l'éthique, mais du sens éthique d'un discours. Et raison pour laquelle, très souvent, on voit la marge qu'il y a, le gap qu'il y a entre le discours, la rhétorique et l'action. Ce qui se fait. Une fois qu'on arrive au pouvoir, une fois qu'on a les rênes, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un gap. Et ce gap-là, ça se fait ressentir parce que tout simplement, derrière, il y avait une représentation et trop de représentation tue la représentation à un moment donné. Et c'est là où on peut se dire aussi que, d'accord, un art, oui, il y a toute une mise en scène, il y a de la créativité, il y a de l'imagination, mais attention aussi à rester dans l'éthique. Oui, les frontières sont tenues. On est dans le mentir vrai. Dans l'art, la représentation, comme votre ouvrage, le roman, est-ce qu'on attend d'un politicien qu'il soit vrai ou qu'il nous dise ce que nous voudrions entendre? Faridao. Je pense que oui. On attend d'un politique que ce qu'il nous dise nous semble vrai et que ce soit en même temps ce qu'on veut entendre. Semble vrai. Si je puis reformuler. Oui. Et d'ailleurs, il y a un exemple patent de ça, ce qui va me permettre de rattraper ma bourde. C'est Angela Merkel. Oui. Angela Merkel est une physicienne de formation nucléaire qui a arrêté sa formation du jour au lendemain, son travail de chercheur en laboratoire, pour plonger en politique, ministre de l'Environnement, jeune ministre chez Helmut Kohl et ensuite chancelière. Elle est physicienne rationnelle pro-nucléaire. Parce que dans l'analyse de cycle de vie de l'énergie nucléaire, il y a peu de CO2 qui est émis. Donc, dans un contexte de réchauffement climatique, elle est pro-nucléaire. 2010-2011, Fukushima, accident nucléaire au Japon. L'opinion allemande tourne et désormais devient anti-nucléaire parce qu'elle a peur des retombées radioactives d'un éventuel accident nucléaire en Allemagne où il y avait beaucoup de centrales nucléaires. Que fait Angela Merkel, la rationnelle, la pragmatique? Elle dit maintenant qu'elle est anti-nucléaire. Et elle dit qu'elle va fermer toutes les centrales nucléaires en Allemagne. Je ne vais pas dire que c'est ça la politique, mais en tout cas, voici un exemple. On s'adapte. Les politiques, hommes comme femmes, sont des félins. Ils ne peuvent pas être des bulldozers. Ils ne peuvent pas porter en bandoulière toutes leurs convictions. Ils ont forcément un moment, on va dire, cinétique au niveau de l'opinion, où l'opinion est prête à accepter tel ou tel discours. Maintenant, on peut tenter de ne pas agir comme ça et d'y aller franco. Quelqu'un comme Donald Trump ou Javier Milei, qui sont des exemples, notamment dans les partis populistes de droite, où on vient en bulldozer, on attaque la société dans ses fondements, dans certaines de ses croyances, en sachant que sur des sujets sociétaux, la société est souvent divisée. Mariage pour tous, etc. Et donc, l'âge d'or, exactement. L'énergie, les migrants, avortement, tout ce que vous voulez. Exactement, oui. Et donc, ensuite, lorsqu'on attaque ça, on oblige, et donc c'est même une des techniques du populisme, Chantal Mouffe en parle dans son livre « Construire un peuple », on scinde la société en deux, en pro ou contre le sujet qu'on avance, et on oblige les gens à se positionner. C'est brillant d'un point de vue tactique, ça peut être effectif ou efficace, parfois ça ne l'est pas, mais il y a toujours en tout cas cette dimension de pragmatisme où soit on s'adapte, soit on essaie de secouer la société et d'utiliser ses passions. Donc l'homme politique est quelqu'un, ou le politique, ou les politiques sont des individus qui ont certes des convictions, mais qui arrivent à sentir l'état de l'opinion. Donc on est toujours dans le jeu entre le parler vrai et la capacité du public à recevoir ce parler vrai. Donc c'est toujours cette dialectique-là qu'il faut traiter, je pense, lorsqu'on communique en tant que politique. Et tout politique fait un clin d'œil à l'opinion. Mais la pensée de l'opinion peut trancher avec la pensée du politique. Doit-il aller avec ses principes personnels ou tout simplement se muer là à la masse? Je pense que l'objectif, c'est pas de se muer justement à la masse, de se fondre complètement. L'objectif n'est pas cela. Je
Je pense que quand on décide de faire de la politique, d'entrer en scène et d'aller en compétition, c'est avec une idéologie, c'est avec, j'ai envie de dire, un savoir, tout simplement. Et ce savoir-là est rythmé par le fait de se dire, bah, voilà ce que je veux, voilà ce que j'entends. On sait, quand on écoute Trump, ce qu'il veut de la société américaine, ce qu'il veut en faire. On aime, on n'aime pas, mais voilà ce qu'il veut. Il y va vraiment direct, sans pour autant tergiverser. Avec un sabre. Voilà. On l'aime, on ne l'aime pas. Et donc, c'est une idéologie capitaliste, républicain. Il incarne le parti républicain, mais à la perfection. Après, quand on entend en face les démocrates, aujourd'hui, ce qu'ils sont, on a l'impression un peu de se dire, comme d'autres partis qu'on peut voir d'ailleurs dans le monde, j'ai envie de dire, francophone, en France par exemple, on a l'impression qu'on ne se retrouve plus, les idéologies se perdent, on ne sait plus où se trouve le Parti socialiste, le Parti républicain, il s'appelle les Républicains d'ailleurs, on ne retrouve plus justement ce discours-là, on ne retrouve plus ce qui fait... par exemple, les nationalistes, on ne retrouve plus ce qui faisait la teneur du Front National, du père Le Pen. Parce que tout simplement, ils ont envie de gagner, de récupérer des voix. National, oui. Voilà, ils ont envie de gagner des voix. Et dans la mesure où ils veulent gagner des voix, ils ont tendance à jouer dans les discours, à se dire « Ah non, on aime les étrangers, mais à condition. Non, ce n'était pas le discours initial du Front National. Oui, les retraites, mais ça dépend. C'était pas du tout le discours initial du Parti socialiste, ni des partis de gauche dans leur généralité. On savait que tout ce qui était politique sociale, c'était du domaine des socialistes. Tout ce qui était libéral, ouvert, c'était de la droite. On savait où on allait. Aujourd'hui, on a tendance à ne plus se retrouver dans cela. On a plus tendance à récupérer des voix, à se dire, écoutez-moi, votez pour moi, et puis après, on s'arrangera. Et justement, c'est le fait de se dire, on s'arrangera une fois arrivé au pouvoir qui crée d'autres problèmes. Parce qu'on se rend très vite compte que, on parlait tout à l'heure d'action publique, on se rend très vite compte que justement, l'action publique n'est pas une évidence. C'est pas du tout une évidence. Il y a plein de changements, c'est tout un processus. Et durant tout ce processus-là, plus il y a d'acteurs, plus le processus devient moins évident. Et justement, à partir de ce moment-là, on se pose des questions. On se dit, mais finalement, qu'est-ce que j'aurais dû dire ? Parce que tous ceux qui, en fait, à un moment, n'ont plus la possibilité d'avoir un second mandat, par exemple, c'est ça le problème. Ils se disent, finalement, je pensais que la chose était plus simple que cela. Non, elle ne l'est pas. Et tu parlais d'art tout à l'heure, mais effectivement, c'est là où l'art de la politique intervient en réalité. Savoir mêler parole et action. C'est-à-dire, forcément, il y en a qui se rencontrent, mais faire ce que j'ai à faire parce que c'est ça que j'avais dit, parce que c'est la ligne que j'avais tracée. Oui, ce n'est pas une sinécure. Exactement. Les paroles et les actes, de les relier, de tracer un pont. On va un peu, Farinda, un peu tropicaliser le sujet, que les grands intellectuels, entre guillemets, on peut épiloguer sur le mot intellectuel, les grands intellectuels, autrement dit ceux qui ont fait les diplômes, s'adaptent mal dans le champ politique actuel. Qu'est-ce qu'il y a ? Les codes ont changé, il faut s'adapter. Qu'est-ce qu'il y a ? On reste conservateur et on oublie que l'électorat a changé. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je voudrais justement adopter un peu une démarche de chercheur, c'est clarifier le champ d'intervention, on va dire. D'abord, les définitions. L'intellectuel, chez nous, n'est pas forcément peut-être celui qui est diplômé. Je dirais l'intellectuel, c'est celui qui a un savoir d'une certaine qualité. Je suis d'accord avec ces définitions. Et donc, qui peut être cultivé dans une langue ou dans une autre, et qui a... Et dans le dictionnaire, c'est celui qui se sert de son esprit. Tout à fait. Exactement, oui. Et donc, on va dire peut-être qu'il y a une classe d'intellectuels qui est en déphasage avec peut-être les mutations en cours dans notre pays. Mais avant de répondre précisément à ça, je voudrais un peu rebondir sur ce qu'a dit le docteur Ndiaye. C'est que
cet effacement-là des frontières idéologiques, en fait, a beaucoup coûté au parti traditionnel sénégalais. On sait que sous Senghor, il y avait le parti unifié, comme on disait à l'époque. Pour ne pas dire unique. Pour ne pas dire unique. Puis ensuite, il y a eu des ouvertures démocratiques, un peu, avec d'abord les 4 grands courants, puis il y a eu la démocratisation intégrale sous Abdou Diouf. Mais lorsque Abdoulaye Wade est arrivé, on a commencé, déjà un peu avant son arrivée, à avoir un bloc socialiste se fissurer. Puis certains membres de ce bloc-là sont restés avec des socialistes, je pense à Djiboka. D'autres sont allés rejoindre Abdoulaye Wade, je pense à Niasse. Abdoulaye Wade, qui est un libéral, qui s'est associé à quasiment des gauchistes, du PIT notamment à l'époque. Et donc, ces frontières un peu floues ont fait que les partis, entre guillemets, ont dilué leur discours les uns dans les autres. On en a fait une mixture qui n'était plus très lisible pour les populations. Et c'est pour ça, peut-être aussi, qu'il y avait une soif de discours que le nouveau parti au pouvoir a pu remplir, notamment sur des questions liées à la souveraineté, à la monnaie nationale, etc. Et donc, c'est une forme de positionnement idéologique. Maintenant, comme le dit le docteur, dans l'application, c'est compliqué. Aujourd'hui, la question de la monnaie est un peu repoussée. La gestion de l'économie n'est pas aussi simple que ça. C'est très compliqué de gérer un pays, d'où le besoin d'avoir toutes les intelligences. Et c'est peut-être là où il faut, à mon avis, réconcilier les intellectuels et les politiques. Et là, je réponds. Oui. Il faut, à mon avis, que les intellectuels comprennent que leurs idées, toutes nobles soient-elles, ne demeurent que des concepts. Ils ne sont pas descendus dans l'arène du réel. Je pense que c'est Sun Tzu qui dit dans l'art de la guerre qu'il n'y a aucun plan qui résiste à la réalité du terrain. Les intellectuels ont des constructions qui tiennent quasiment sur des allumettes. D'un point de vue conceptuel, c'est très clair, c'est réglé comme du papier à musique. Sauf que dès que vous devez venir appliquer une de vos constructions intellectuelles au réel, il y a l'inertie dans l'administration, les lobbies, les populations même qui vous demandent du changement, qui finalement ne sont pas très pro-changement. Et vous avez toutes ces difficultés. Et le langage, peut-être. Le langage, les codes. Il y a les contraintes budgétaires, il y a beaucoup de choses qui font que ce n'est pas facile de changer réellement les choses. Et donc, c'est là où les politiques devraient ne pas trop mépriser cette classe d'intellectuels, mais en même temps que les intellectuels, eux aussi, ne méprisent pas les politiques, se disent, écoutez, leur travail est compliqué, comprenons-les, disons-leur ce qu'on a à dire, et l'intellectuel a le devoir de la radicalité, sinon il ne fait pas progresser sa société. Mais il faut que les politiques aussi ne soient pas contre eux, ou contre personnes ayant combattu, ou entre militants. Il faut s'ouvrir à des intelligences autres, et d'autant plus que les intellectuels ont le défaut ou la qualité de vouloir être absolument libres. Et donc, c'est cette dialectique-là qu'il faut réconcilier. Je pense qu'au Sénégal, on a, je sais pas... Ça a changé. Maintenant, le peuple veut du concret, je veux dire. Mais pas beaucoup de discours, non? Par contre, moi, j'ai le défaut de croire en quelque chose, c'est que le concret se construit à partir de nos imaginaires. Felwinsar en parle très souvent, d'ailleurs. Ce n'est qu'à partir de la manière dont on voit le monde, puis ensuite de la théorie, qui est une forme d'accumulation d'empirisme, c'est ça la théorie, plus ou moins, même si c'est des axiomes qu'on essaie de démontrer avec l'expérience. Mais pour faire simple, la théorie, c'est ce qui permet de faire quelque chose que quelqu'un a mis des décennies à savoir de manière empirique. Et donc, la théorie est importante. Je pense qu'il ne faut pas, à force de vouloir du concret, négliger la théorie. On a certes beaucoup de plans stratégiques qui ne s'appliquent pas. Donc, on a une administration qui doit aller mieux. Mais peut-être que, justement... On dit que le Sénégal, c'est un laboratoire. Voilà. Oui, mais peut-être qu'on n'a pas vraiment eu les bonnes constructions théoriques qui traitent de manière très affinée et très contemporaine le Sénégal avec ses dynamiques. Il faut davantage s'appuyer sur les données de la NSD, davantage interroger les chercheurs, les sociologues de terrain, etc. Je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là-bas. Et moi, ce que je prône, c'est une réconciliation, on va dire, du monde intellectuel et du monde politique. Action ou parole? Belle parole ou moins action? Ou, je paraphrase un peu Senghor qui disait, je préfère un mauvais compromis qu'une bonne guerre. Mauvaise action ou bonne parole? Ou action ou parole? Que choisir? Les deux, parce qu'en réalité...
il vient de le dire, hein, Monsieur Ndao. En fait, on ne peut pas se départir de la théorie. On ne peut pas du tout. C'est un universitaire qui parle. Voilà, on ne peut pas du tout. Quand je dis on ne peut pas se départir de la théorie, c'est-à-dire que effectivement, tout ce qui est action se construit à partir soit de l'empirisme, c'est-à-dire d'un travail empirique du terrain, et cela rejoint nos imaginaires dont il parlait tout à l'heure, soit cela reflète aussi une certaine documentation. Mais quand cette documentation-là, par exemple, nous qui faisons très souvent usage d'ouvrages qui nous viennent d'ailleurs, avec des auteurs aussi d'un certain siècle, qui ont aussi d'autres référentiels, on se pose souvent la question de savoir mais où se trouve le problème. Mais le problème est là. Le problème, c'est le terrain d'étude. Aujourd'hui, ce qu'on disait par rapport, par exemple, à l'État, tout simplement, ce que les grands penseurs de l'État ou les contractualistes, ceux qui ont parlé de la société, Hegel, Rousseau, etc., cela concernait leur société et puis leur époque. On n'est plus dans ces sociétés-là. Et donc, les contrats, aujourd'hui, on doit les renégocier. Je pense, parce que je te dis, Trump se moque de Hegel, qui est Hegel, Rousseau. Ce n'est pas son problème. C'est pas son problème. Mais cela ne veut pas dire, par exemple, qu'il n'a pas pensé ses discours. Et la preuve, dès qu'il arrive, c'est 27 décisions qu'il met sur la table direct. J'ai promis, je fais. Je fais. Oui. Mais cela était pensé. Parce qu'il s'est dit, en réalité, par rapport à lui, son idéologie, il n'est plus question qu'on pense homme, femme, autre. Il n'est plus question qu'on parle du Mexique, etc. Il faudrait qu'on change, que le langage change. Et encore une fois, il a toute une équipe derrière qui pense et qui a aussi pensé son discours. Il ne faut pas aussi se dire que Trump est sorti pour dire que ceux qui veulent me croire me croient en ce que je dis. Il a bien fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire un travail de sondage, ce que veulent les Américains. Et il s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les Américains ont besoin d'autre chose. Et il leur offre exactement ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire un discours assez populiste qui leur montre que l'Amérique est encore sur le toit du monde, malgré l'existence de la Chine, etc. Ne vous en faites pas. Et s'il faut rentrer en guerre, on rentrera en guerre. Les autres ne me font pas peur. Vous êtes des Américains, vous êtes les meilleurs au monde. Aujourd'hui, c'est le discours que les gens ont besoin d'entendre. Oui. Les jeunes Africains, si on les voit aujourd'hui au devant de la scène, avec la souveraineté, le nationalisme, etc., c'est parce qu'ils veulent justement être aussi sur le toit du monde et se faire entendre. Et quand je dis sur le toit du monde, c'est au même pied que l'Occident. Oui. Et se dire, il n'y a plus aucun complexe. Vous utilisez le numérique que nous utilisons, vous avez fait les universités que nous avons faites, et donc à partir de ce moment, là, il n'y a plus de complexe à entretenir. Et on en est là aujourd'hui. Oui. Sauf que là où il faudrait, je pense, jouer davantage, c'est que si, par exemple, en termes d'action, en termes de politique, en termes d'action économique de façon générale, si les États-Unis ou si l'Occident en est arrivé à un point et que l'Afrique traîne encore, c'est parce que, il y a une histoire qu'on ne partage pas. Là où je rejoins les deux auteurs, Lonsdale et j'ai oublié l'autre, mais c'est Lonsdale et un autre qui disaient que, en Occident, on a une construction de l'État, c'est-à-dire ça s'est fait de façon innée. Et ailleurs, il y a une formation de l'État, c'est-à-dire que ça s'est fait de façon voulue, tout simplement, voire imposée. Et donc, à partir de ce moment, on ne peut pas avoir le même rapport avec l'État. On ne peut pas avoir non plus le même rapport avec la chose politique. Oui. Ce qu'on nous impose et ce qui naît comme ça, de façon, on va dire, subreptice comme chez nous, et ce qui s'est façonné, ce qui a eu le temps de se faire, c'est pas pareil. On ne le reçoit pas de la même manière. Et en même temps, aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils veulent, ils disent oui, on n'a pas du tout ce rapport-là avec l'État, c'est pas du tout la même chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, Africains, aujourd'hui, pour s'en sortir ? D'accord, c'est pas la même histoire. D'accord, en termes de conception de développement, on est, entre guillemets, sous-développé, mais on va sortir de cela.
Et on va sortir de cela, demande aujourd'hui à ce que l'on rejoigne par contre la dynamique qu'avait toujours prise l'Occident, c'est-à-dire celle de joindre la science, pour ne pas dire l'intellectuel ou l'intellect, tout simplement, l'intellect à la pratique. Aujourd'hui, c'est dans les grandes universités américaines que la plupart des décisions prises aujourd'hui ont été réfléchies à 20 ans. C'était par exemple, quand on parle d'action publique, selon aujourd'hui le parti au pouvoir, il y a des études qui ont été faites depuis 1961 avec la Kennedy School of Government au niveau de Harvard. Une école qui ne sert qu'à ça, c'est-à-dire concevoir les idées qui vont être appliquées dans 20 ans, dans 30 ans, selon le parti au pouvoir. Aujourd'hui, tant qu'on ne se met pas autour d'une table pour se dire que les intellectuels ne s'enferment pas au niveau de leur tour d'ivoire et se dire qu'ils ont la science infuse, et puis qu'ils regardent de haut les praticiens, et que les praticiens voient aussi ces intellectuels comme des fous dans leur laboratoire, etc., on s'en sortira pas. Ouais. Il faut trouver un point de jonction qui va permettre justement de joindre les deux choses, les deux mondes, tout simplement. Oui. Et ce qui va faire qu'on ait justement ce qui nous amène à l'idée de départ, c'est-à-dire la politique comme art. Exactement. Il y a les Américains qui veulent entendre « vous êtes les meilleurs », il y a les Africains également qui veulent entendre, les Sénégalais. Je donne tout simplement la dernière sortie de Macron, en parlant un peu, les Africains doivent me dire merci, il y a eu une levée de boucliers, il y a eu un soutien, etc. Il y a également ce discours-là que le peuple sénégalais, africain, etc., veulent entendre vis-à-vis de l'autre. Oui, il y a de cela. Maintenant, sur ça, moi, j'ai un avis plus mitigé. Lequel ? Évidemment, les propos du président Macron sont totalement hors de propos, même si la France est intervenue militairement au Mali et a évité en 2013 notamment que ce pays ne tombe dans l'escarcelle des djihadistes. En tant que président français, il porte toute une symbolique coloniale, qu'il le veuille ou non. Et donc, en s'exprimant de cette manière, il réveille les démons du passé, si je puis dire. Et donc, forcément, il a tort en disant qu'on doit lui dire merci. Sinon, on peut remonter. Et les tirailleurs ont dit merci, etc. Ça ne s'arrête jamais. Donc, il a eu tort, mais bref, c'est pas ça le sujet. Ce que je veux dire surtout, c'est que le discours souverainiste, oui, il est intéressant et il est important. On le voit de manière factuelle. Nos économies sont largement extraverties. On échange surtout avec soit l'ancienne puissance coloniale, soit avec la Chine aujourd'hui. Les échanges intra-CEDEAO sont par exemple très faibles lorsqu'on considère toutes les matières premières ou même les produits manufacturés. Et donc, il n'y a pas une intégration économique forte entre nous. Donc, c'est normal que l'on dise qu'il nous faut plus de souveraineté économique. Peut-être laisser nous-mêmes, entre nous, petits pays, commercer davantage. Mais le fait est que personne ne nous empêche de le faire. Moi, c'est là où je mets la nuance. C'est que... On doit agir. On doit agir. Agir, maintenant, agir, effectivement, commence par vocaliser sa volonté de rupture avec, on va dire, une forme d'interventionnisme économique ou militaire, mais ça consiste aussi à encourager les bonnes pratiques chez soi, à lutter contre la corruption, à rendre l'administration efficace, à favoriser les droits des uns et des autres, les droits des femmes, les droits des enfants. Et souvent, le fait de s'attaquer aux ennemis extérieurs, qu'ils soient réels ou fantasmés, est une forme, à mon avis, de facilité que se donnent de plus en plus d'acteurs politiques en Afrique, pour ne pas, en Afrique de l'Ouest en particulier, pour ne pas traiter les vrais problèmes en interne. Je donne l'exemple de nos frères et sœurs de l'AES. Aujourd'hui, il y a on va dire un groupe de pays qui est en train de se détacher de la construction africaine, qui a mis des décennies à se faire. Et dans ces pays-là, il n'y a pas d'élection, on n'est pas forcément sûr... C'est le pouvoir kaki, oui. Voilà, on n'est pas forcément sûr que les populations sont d'accord avec ce qui se dit. L'expression démocratique est interdite. Maintenant, une classe d'intellectuels vous dira « Non, mais en Afrique, on n'a pas besoin de la démocratie ». Mais qui le dit? Est-ce que ce sont les peuples ou c'est une frange, une partie des gens qui disent ça? Donc, tout ça pour dire que
pour moi, il faut maintenir une forme de tension, hein, une double exigence entre l'impératif de souveraineté, qu'elle soit économique ou militaire, mais aussi l'impérieux, on va dire, besoin ou devoir de traiter les tares intérieures, les lenteurs intérieures, les féodalités intérieures. Et ça, personne ne nous interdit de le faire. Nous sommes libres de le faire. La vraie souveraineté est là aussi. Donc, les discours souverainistes, oui, mais ce qui les rend encore plus crédibles, c'est la même intransigeance avec les goulots d'étranglement qui assaillent nos sociétés. Un mot pour changer un peu de peinture, pour parler de notre art, mais surtout sur le chapitre politique, sur la question du souverainisme ou de la souveraineté. Docteur Ndayassou Ndiaye. Souveraineté, encore une fois, oui, c'est ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour chaque nation, j'ai envie de dire. Et là, vous me direz sans doute, mais où commence, où s'arrête la nation? J'ai envie de parler de cette communauté ou de peuple africain en général. Et quand M. Ndao parlait tout de suite de démocratie, à un moment donné, j'ai souri et je me suis posé moi-même la question, un seul instant, je me suis dit, mais qu'entendre par démocratie? Est-ce que c'est le fait d'organiser des élections en fait de façon récurrente? Est-ce que c'est le fait aussi d'avoir vraiment comment s'appelle, une limitation des mandats, entre autres? Moi, ce que je voudrais en fait entendre par souverainisme, c'est le fait qu'un peuple puisse se retrouver dans un objectif, dans une construction. Et cette construction et cet objectif-là ne peuvent venir que des élus, c'est-à-dire avoir un projet de vie. Je me permets d'aller un peu vers le Rwanda, un pays qu'on a vu en 1994 sombrer vraiment dans l'abîme. C'était plus un pays. Des ethnies, c'est plus une ethnie qui tuait une autre. Le génocide des Tutsis au Rwanda. C'est-à-dire Hutus qui tuent des Tutsis et des métis Tutsis-Hutus aussi. Et on en sort. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gachacha, c'est-à-dire des communautés de justice en fait, qui se sont formées et puis qui se sont dit il faut qu'on règle notre problème. Et on arrive à avoir un président de la République avec une illimitation de mandat, d'accord, etc. Mais j'ai envie de dire que quand on revoit le Rwanda après 1994, là, actuellement, en termes de bien-être, quand on visite les universités, quand on marche dans la rue, quand on voit les automobilistes, quand on va à l'hôpital, etc., on a envie de se dire, moi, je vis bien dans ce pays. Après, est-ce qu'on est dans une démocratie? Oui. Qui le dit? Oui. Mais quand on interroge aussi la population, pas seulement celle de Kigali, celle aussi des zones environnantes, ce qui ressort très souvent, c'est que ça va, nous, on est bien. Êtes-vous d'accord, Fally? Êtes-vous d'accord? Sans doute pas, peut-être. Non, mais c'est factuel aujourd'hui. Je veux dire, le Rwanda a connu un rebond après l'abîme qu'il a connu, comme l'a dit le docteur Ndiaye. Je dis juste que moi, en tant que Sénégalais, mon histoire avec la démocratie n'est pas la même. Ah non, effectivement. Et donc, moi, je ne suis pas prêt à renoncer à la démocratie. Et j'ai envie de dire que les Sénégalais, lorsque l'on observe les alternances qui ont eu lieu en 2012 et en 2024, à chaque fois, ce qui se pose fondamentalement, c'est la mise sous silence, parfois, de certaines voix, notamment portées par des leaders de l'opposition, ou de certains tripatouillages constitutionnels, qui donnent l'impression au peuple qu'on veut lui confisquer son droit de choisir. Donc, fondamentalement, ce qui, au Sénégal, mène les révolutions électorales qu'on a connues, si je puis le dire ainsi, c'est aussi des attaques à la démocratie. Donc les Sénégalais sont attachés à la démocratie. Et j'ai envie de dire, pardonnez-moi, que c'est là où se trouve le piège concernant le Sénégal. Parce qu'en fait, on entend ces voix-là, ou cette voix de la population, qu'au moment des élections.
On n'entend pas les Sénégalais dire, par exemple, oui, on sort manifester parce que tout simplement, il y a eu à un moment donné un développement, une émergence des motocyclettes dans ce pays qui génère un désordre. On n'ose pas en parler. Ou les enfants de la rue, on un thème recule. qui vous est cher. Les enfants de la rue, on n'en parle pas. Exactement. On n'entend pas les Sénégalais s'indigner sur ces questions-là de violence faites aux femmes. On banalise. Ce n'est pas un problème. Tant qu'on ne touche pas à la Constitution, tant qu'on ne touche pas à la question de l'élection, à la date à laquelle elle doit se tenir, il n'y a pas de problème. Tout va bien. On est dans une démocratie. Mais la démocratie, c'est très important, c'est fondamental. Mais au-delà, la démocratie ne s'arrête pas là. La démocratie, c'est encore une fois une question de bien-être. Est-ce que les enfants de ce pays-là savent qu'ils ont un avenir? Et quel est leur avenir? Qu'est-ce qu'on leur a promis en termes de construction, encore une fois, en termes d'objectifs aujourd'hui? Moi, je vois les étudiants tous les jours. Quand je leur dis, arrivez en master, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Madame, je ne sais pas. Ça, je suis désolée. C'est pas un pays qui a promis des choses à ses enfants, qui leur offre cette université-là dans laquelle nous sommes. Ou un enfant, je dis un jeune en tout cas, qui a 24 ans, 25 ans, voire parfois nettement plus, te dit « je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie ». Alors qu'il est à la moitié de sa vie. C'est-à-dire qu'il va travailler 25 ans avant d'aller à la retraite, quoi. On se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on veut en tant que Sénégalais? Et si c'est la démocratie qu'on veut, c'est-à-dire avoir à chaque fois des élections qui vont s'organiser entre février et mars, ça va. Si c'est ça la démocratie, on peut s'arrêter à ça. Mais je trouve que ce serait très dommage qu'on se limite à cela. Je suis évidemment de votre avis. Je veux dire, ce que vous décrivez et qui se passe de manière plus ou moins réelle au Sénégal est ce qu'on appelle une démocratie de basse intensité, pour reprendre les termes d'un ami. Donc oui, ce n'est pas qu'au moment de l'élection où il faut se réveiller on va dire, du long sommeil démocratique. Il faut qu'il y ait davantage de sujets sociétaux qui soient pris en charge par des aspirations démocratiques, des manifestations de masse, etc. Au Nigeria, par exemple, lorsqu'il y a eu des violences qui ont été faites par une unité spéciale de la police, je pense, il y a eu un hashtag qui a mené à beaucoup de manifestations, EndSARS, où les jeunes Nigérians disaient qu'il faut que la police soit réformée. Donc, sur ce plan-là, effectivement, la jeunesse sénégalaise ou les Sénégalais sont absents. Sur la question des enfants de la rue, on est totalement absent et sur plein de sujets comme ça. Donc, évidemment, mais j'ai envie de dire que l'État seul, dans une démocratie, ne peut pas prendre en charge la montée, on va dire, en intensité démocratique. L'État, ce qu'il peut faire, notamment du point de vue de la justice, c'est assurer l'égalité entre citoyens, et cette égalité-là passe par une égalité des chances, construire plus d'écoles, etc. Il y a une dimension très matérielle à ce que peut faire l'État. C'est pour ça que l'État, c'est une administration, un budget, et des projets, des programmes. Mais il faut que la société, dans son ensemble, si elle adhère à la démocratie comme elle semble le faire, parce qu'encore une fois, elle tient à ses acquis électoraux et démocratiques. Et donc, si la société estime que dans la mission qu'elle se donne, en plus de protéger sa constitution, de bien faire des élections, de permettre à des voix d'opposants de s'exprimer, si la société estime qu'elle a une forme de transformation à effectuer, ou en tout cas si des intellectuels, justement, le nourrissent dans la société, là, on peut avoir quelque chose de plus intéressant et d'avoir une démocratie, on va dire, de haute intensité. Mais ce n'est jamais simple d'embarquer toutes les franges de la société vers un seul et même objectif. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que les régimes autocratiques, en fait, sont plus efficaces économiquement que les démocraties. Parce que dans les démocraties... Comme le Rwanda, par exemple, pour donner un exemple. Comme le Rwanda. Oui. Dans les démocraties, on parlemente, on n'est pas d'accord, on échange. Mais moi, mon histoire démocratique en tant que Sénégalais fait que je suis attaché à ça. Mais je nuance mon propos. Oui. Peut-être que je parle du point de vue d'un privilégié, d'un intellectuel qui a réglé ses problèmes du quotidien, qui a assez à manger, qui a un toit sur sa tête, qui peut se déplacer plus ou moins là où il veut dans le pays et qui n'a pas de problème de dépenses quotidiennes, de reprendre Gorgorlou. Mais
effectivement, peut-être qu'une frange plus importante de la population voudrait peut-être avoir un régime plus dur, mais qui... De l'ordre, comme on dit. Oui, mais plus d'ordre et de progrès économique. Mais il faut laisser les Sénégalais dire ça. Pour moi, ce n'est pas, encore une fois, à des intellectuels comme nous de le dire ou de l'exiger. C'est aux Sénégalais, avec les outils qui leur sont donnés, parce que c'est notre histoire démocratique, comme le vote, de dire, OK, changeons la Constitution, faisons sauter les limitations de mandat, par exemple. Si quelqu'un si on trouve que quelqu'un est assez bon pour ça, permettons-lui de faire 3 mandats, 4 mandats. Est-ce qu'on peut revenir en arrière après tout ce qu'on a... Et en réalité, par rapport à ça, je ne suis pas du tout pour l'illimitation de mandats, pas du tout. Au contraire, moi, je pense, je partage totalement l'avis du professeur Babacar Gaye, c'est-à-dire que moi, je voterais pour un mandat de 7 ans, point. C'est-à-dire, on donne à quelqu'un 7 ans la possibilité de travailler et puis c'est bon. Je suis pour ça. En réalité, je pense que c'est pas la question. A réglé la question des mandats. Voilà, et ça a été réglé. Et je pense que chaque société doit savoir régler ces problèmes-là en son sein. Mais au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, l'importance d'avoir un régime, d'avoir une autorité publique, d'ailleurs, devrais-je dire, c'est justement savoir éduquer. C'est l'autorité qui éduque. C'est comme le père au niveau de sa famille, la mère au niveau de sa famille, qui éduque, qui dit à sa famille, voilà ce que je veux faire de mes enfants. Quand on dit, vous êtes le chef de l'État, vous êtes à la tête d'un pays, ça veut dire qu'il faudrait savoir montrer le chemin. OK, la société est là. La société, les populations nous ont amenés au pouvoir, entre autres, mais c'est après aussi à cette autorité-là de montrer justement ce qu'est l'État, c'est-à-dire cette symbolique-là de la violence légitime. Montrer qu'il y a des règles et il ne faudrait pas rétro-pédaler. Ce que j'ai envie de dire par rapport au Sénégal, c'est qu'en fait, notre contrat, encore une fois, social, se limite trop au maslaha. On prend une décision, très vite, il y a un groupe, des lobbies qui se lèvent et puis on recule. La question des enfants de la rue, tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est tout le temps le problème. Dès qu'on parle des enfants de la rue, il y a des imams qui se disent « Oui, non, on attaque l'islam ». On n'attaque pas l'islam, on prend une décision. Et cette décision-là doit régler un problème, mais un problème sur le long terme, pas sur le court terme. Il y a un moment où on avait dit, plus d'enfants talibés dans les rues, etc. On les ramassait, mais on les amenait où? Moi, je me disais à chaque fois, mais on les amenait où, ces petits-là? Il y avait ensemble, Ndindi, etc. Exact, mais ça devient quoi? Oui. Ça n'a pas de suite. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune suite logique par rapport à ce qu'ils veulent faire. Et c'est ça, c'est là où ça fait mal et c'est là où on a envie de se dire, mais finalement, toutes ces élections qu'on organise, ces têtes qui changent, c'est-à-dire ces alternances qui sont là, qui se présentent à nous, à quoi elles nous servent finalement? Moi, j'aimerais bien savoir. Si ce n'est à montrer à la surface de la Terre qu'on arrive quand même à organiser des élections comme le font les Occidentaux et très souvent, c'est la comparaison qu'on fait et c'est dommage. Et pourquoi pas le changement en majuscule? Vous parliez tout à l'heure d'éduquer. On change de tableau, on change de peinture. Éduquer nos paroles, la liberté d'expression. Mais jusqu'où, Farindao? Jusqu'où cette liberté d'expression-là dans une démocratie? Pour moi, la liberté d'expression est un acquis dans une société qui décide d'aller dans cette direction, mais qui vient avec, on va dire, son lot de désagréments. Comme toute liberté, elle doit être encadrée. Mais je pense que cette liberté-là, en particulier, parce qu'elle a une forme d'immédiateté qui lui est intrinsèquement rattachée, cette liberté-là, irrémédiablement, va mener à des formes de dérive. La liberté d'expression a, comme de manière congénitale, en elle, une forme de dépassement d'elle-même. On ne se limite jamais quand il s'agit de sa liberté d'expression. On a tendance à en abuser. C'est le principe même de cette liberté-là. Et pour moi, dans une démocratie, il faut savoir juger de la pertinence, notamment de la privation de liberté, pour ce qui est de la liberté d'expression.
Moi, je pense que la privation de liberté est un acte grave. Les prisons, qui ne sont, lorsque même on interroge l'histoire politique de l'Afrique, et que certaines écoles de pensée contestent même l'idée de la prison en Afrique, c'est-à-dire on pouvait vous exiler ou vous isoler, mais on ne vous privait pas de liberté. Vous avez votre liberté, mais en dehors du groupe. Et la prison est quelque chose de très fort. Et donc, si quelqu'un déborde, comme on le voit souvent avec les réseaux sociaux, les insulteurs publics, on en a vu avant 2024, on en voit après 2024, avant qui étaient contre, maintenant qui sont contre le nouveau régime, etc. Évidemment, ça ne fait pas plaisir à entendre. Et puis même d'un point de vue de notre société, on a ce consensus, ce maslaha-là, ou wahday rafet, comme on dit, mais ils existent, ils sont là. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les prive de liberté? On les met en prison? Moi, je suis contre. Je pense que il faut que la société accepte qu'il y a des excès et ces excès-là soient traités de manière différente, mais pas seulement systématiquement qu'on y oppose de la prison ferme notamment. Il y a des amendes, il y a du sursis pour de la diffamation. Certains excès déchirent une communauté. Évidemment, je suis tout à fait d'accord. J'ai envie de dire que personne n'aime être diffamé ou insulté. Chacun a son honneur. Malheureusement, l'époque dans laquelle nous vivons, étant telle qu'elle est, sur les réseaux sociaux, les gens peuvent se permettre d'insulter des dirigeants, des présidents de la République, des ministres, etc. C'est pas quelque chose évidemment que je défends, mais je dis juste que il faut peut-être moduler les sanctions et aller notamment vers des sanctions pécuniaires davantage, plutôt que vers une privation de liberté. Et par ailleurs, sur cette question-là, pour préciser une chose, j'ai toujours été, je demeure et je demeurerai contre, par exemple, l'offense au chef de l'État. Article 80. Parce que tant que cette offense n'est pas définie, et parce que c'est souvent ça aussi, la loi, lorsqu'elle ouvre à des interprétations liberticides dans une démocratie, pour moi, elle doit être reprécisée. Si on garde l'offense, précisons en quoi l'offense, ou en tout cas, définissons un peu ces contours-là. Mais je pense qu'on a connu des abus, notamment avant 2024. Et on continue. Et on peut continuer d'en connaître après 2024. Et donc, cette loi-là en particulier, pour moi, il faut l'enlever et commuter maintenant les peines qui sont associées, et notamment peut-être faire plus d'amendes et voir comment réagirait la société. C'est un sujet assez complexe, pas de prison, mais que faisons-nous un peu de cette liberté d'expression parfois excessive? Pouvons-nous parler même de liberté si elle touche par exemple les ethnies, la personne, la famille? Que faisons-nous de tout cela? Je rejoins M. Ndao vraiment par rapport à ce qu'il dit. Moi, je suis contre les prisons. Je pense que c'est pas du tout ce qui permet à une société d'aller de l'avant, mais après ça, c'est ma façon de voir. Et donc, encore moins avec ces cas de liberté d'expression. Je pense que tout est une question, encore une fois, d'éducation, Pape. Dans certains pays, on n'oserait pas, en réalité, secouer certaines problématiques. Mais maintenant, aujourd'hui, la France insulte. Non, je ne parle pas les États-Unis. La France, les États-Unis ne sont pas forcément des modèles. Après, je parle d'ethnie. La question d'ethnie, elle est très sensible. Très sensible, oui. Elle est très sensible. Malheureusement, ou heureusement, fort heureusement, on va dire, le Sénégal ne connaît pas encore de problème relevant de l'ethnicité. C'est vraiment très sensible. Et aujourd'hui, j'entends de plus en plus, on en parle, le Nord, le Sud, etc. Depuis 2021, c'est quelque chose qui est très récurrent et qui est revenu de façon vraiment récurrente. Et je dis toujours, prions pour que cette question-là ne divise pas forcément les Sénégalais. Parce que si ça devait se faire dans ce pays-là, on dépassera forcément ce qui se passe au Congo, ce qui s'est passé au Rwanda. Ce sera une catastrophe pour ce pays. Pour la simple et bonne raison, on n'a pas
2, 3, 4 ethnies, on a une multiplicité d'ethnies, mais aussi des métissages dans des ethnies. Moi, si on devait aujourd'hui insulter les Peuls, etc., je me sentirais insultée. Je me sentirais insultée si on insulte aussi les Sérères ou les Lébous, parce qu'effectivement, je suis le fruit de tout cela. Mais en fait, je ne suis pas un cas isolé. Il y a beaucoup de cas comme ça au Sénégal, qui fait qu'on n'a pas du tout le droit aujourd'hui de s'attarder sur ces problèmes-là. Et je pense que par contre, par rapport à cela, l'État devrait prendre ses responsabilités sur cette question bien précise. Comment Et je dis bien, en faisant ce qu'il a dit tout de suite, les sanctions pécuniaires. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un sort pour dire oui, tel a été, comment dirais-je, tel a été convoqué au niveau de l'Assemblée nationale parce que il fait partie de telle ethnie, c'est un Peul, c'est un Pulaar, etc. D'aucuns disent non, c'est Ousmane Sonko parce qu'il vient du Sud, entre autres. Non, il faut sanctionner. Il faut pas laisser ces discours-là émerger. C'est un danger pour ce pays-là. Et il faut les stopper, les arrêter net. Et je pense qu'aujourd'hui, la presse aussi devrait aider par rapport à cela. Oui. C'est-à-dire donner moins d'ampleur à ces discours et plus d'ampleur à des discours constructifs. La presse a un rôle à jouer, et notamment la presse en ligne. On ne peut pas permettre à quelqu'un qui insulte toute une communauté dans une émission et le laisser terminer son émission tranquillement et attendre une convocation une semaine plus tard. Non, on est dans un pays où on se dit, en tout cas, être dans une démocratie, dans un pays où il y a des règles. Si tel est le cas, il faut prendre des décisions. Et les décisions se prennent ipso facto, c'est-à-dire du moment où on sent qu'il y a des dérives, il faut les arrêter et savoir les arrêter à temps. Et je pense que la question de l'ethnicité, ce qu'il faut exactement faire avec les insultes après l'offense au chef de l'État, ça c'est autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, l'article 80, c'est quelque chose qui n'est plus à jour actuellement, qu'on a forcément dépassé et sur laquelle il faudrait revenir. Oui, Fari. Oui, d'autant plus que je voulais dire que sur les questions justement de discours qui menacent l'unité nationale, comme les discours sur l'ethnie, il y a un arsenal juridique qui existe aujourd'hui au Sénégal. Et tout démocrate ou libertaire que je puisse paraître dans mes prises de position ici, je tiens à dire ceci. L'état de droit doit s'appliquer. Je ne suis pas dans le fantasme de l'autorité ou des autocrates ou des despotes éclairés. Ce n'est pas ma tasse de thé, encore une fois. En revanche, dans un État, il y a des lois. Oui. Et ces lois, on parlait tout à l'heure des enfants de la rue, ces lois doivent être appliquées. Au Sénégal, il y a une loi, c'est la loi 2005-06, qui interdit la mendicité des enfants. Depuis 20 ans, quasiment, qu'elle existe, cette loi n'a pas été appliquée. On a bien appliqué la loi sur la parité pour l'Assemblée nationale, même s'il y a eu des exceptions, notamment aux élections locales de Touba il y a quelques années. Et ce que je veux dire, c'est que parfois aussi, c'est la volonté des dirigeants qui fait que des lois qui sont progressistes ou qui ne sont pas faciles à appliquer, en fait, doivent être appliquées. C'est ça, c'est un problème d'application de la loi. C'est pourquoi il y a une floraison de discours. Entre autres, je pense que dans toute forme de sanction, il y a un effet, on va dire, de rattrapage. Vous avez fait du tort à la société, donc on vous sanctionne. Mais il y a aussi tout le temps une dimension et dissuasive et pédagogique. C'est ça aussi la sanction. Donc en sanctionnant quelqu'un qui a des discours, on va dire, qui séparent la société, qui la morcellent en des ethnies, on donne le signal aux autres qu'attention, on n'acceptera pas ça et on le fait dans le cadre de la loi. Pour moi, c'est ça qui est surtout important. On a un arsenal juridique qu'il faut peut-être mettre à jour pour diminuer les privations de liberté sous forme d'emprisonnement, mais il ne faut pas faiblir dans l'application, évidemment, de ces dispositions-là. Là, c'est l'étape la plus basse de la politique, ou même ce n'est pas une étape dans la politique. Injurier, insulter, discours ethniciste régionaliste. Ce n'est pas une étape, ce n'est pas un escalier pour être un politicien ou un bon politicien, Fari. Absolument pas. Je pense même le contraire. Je pense que les peuples ont soif parfois d'autorité. Tout à l'heure, Dr Ndiaye l'a dit avec Donald Trump, qui représente un peu l'Amérique forte, Make America Great Again. Mais les peuples ont aussi besoin d'inspiration, ont besoin d'être tirés par des passions qui ne sont pas tristes, des énergies positives.
Je pense que dans ce cas, au Sénégal, il faut revenir, si on a une vue un peu idéaliste du passé, ou si on regarde vers l'avant, il faut aller vers une scène politique apaisée, qui est plus exigeante dans ses discours, une presse qui contrôle davantage en faisant du fact-checking, par exemple. C'est des choses qui doivent davantage être faites, parce qu'aujourd'hui, la presse sénégalaise, souvent, malgré son travail extraordinaire au moment des élections, en fait, entre les élections, elle relaie toutes les polémiques possibles, tous les chiffres, toutes les assertions possibles faites par les politiques, sans pour autant jouer ce rôle de filtre entre les politiques et la population qu'elle informe. Donc ça, c'est important. Mais il faut également que des intellectuels nourrissent des politiques, parce que ça leur permet d'avoir un débat plus riche, d'où mon invite tout à l'heure à avoir une reconnexion entre ces deux mondes-là. Et enfin, il faut que les hommes politiques acceptent d'élever le niveau. Ce sont eux les principaux concernés. Vous pouvez avoir les meilleurs physios, le meilleur entraîneur. Si vous êtes un joueur de football et que vous n'aimez pas les séances d'entraînement pour être meilleur, vous n'allez pas jouer un bon match. Les politiques sénégalais doivent, lire davantage, doivent travailler davantage leur discours, être sur autre chose que des rivalités de personnes. Mandanan là, Djengouman là, etc. Non, il faut aller au-delà, il faut proposer un discours, il faut avoir peut-être l'idée un peu folle, mais qui pour moi est noble, de dire qu'on va élever le niveau. C'est-à-dire qu'on va tirer la population vers le haut en lui proposant des débats de qualité sur l'énergie, sur les droits des enfants, des femmes, sur plein de choses. Il faut amener des discours qui titillent la société sans pour autant la heurter, sans insulter son adversaire, et enfin avoir un débat de qualité. Je pense que les Sénégalais, quoi qu'on en dise, sont aussi demandeurs de cela. Sur ce chapitre pour Terini. Oui, je rejoins vraiment ce qu'il a dit. En réalité, tout à l'heure, on en parlait juste avant l'émission. Ça m'a fait plaisir, par exemple, il y a quelques jours, de voir Souleymane Bachiriane sur une chaîne de télé. Je me suis dit, enfin, bon, après, c'était pas élitiste, mais je me suis dit, enfin, ça agace certains aussi. Ah oui, mais enfin, on daigne inviter, par exemple, un intellectuel à la place des politiques qui viennent ici nous raconter des inepties. Mais encore ça aussi, c'est vraiment mon avis. Oui. Mais je trouve que le discours de l'homme politique sénégalais ne s'est pas amélioré dans le bon sens depuis un certain temps. Et c'est très dommage. C'est dommage qu'il nous offre, en fait, qu'il nous peigne ce tableau-là pour rejoindre l'art au départ, qu'il nous peigne ce tableau-là de la politique, à telle enseigne qu'on se dit aujourd'hui, la politique, bon, non, c'est ceux qui échouent à l'université, qui menaient les grèves, c'est la représentation qu'on se fait de l'homme politique. Autrement, ce sont les financiers qui sont sortis de l'école de l'école de l'ENA, de l'École nationale d'administration, entre autres. Oui, c'est possible, mais il faudrait juste en fait que le discours aujourd'hui, vraiment qu'on ait une rhétorique qui permette aux Sénégalais de pouvoir s'orienter, se retrouver, en dehors des insultes, des injures, des parjures aussi. Qu'on puisse se retrouver vraiment dans plus d'éthique, pour revenir à des choses simples. Et je pense qu'il y a une possibilité ou des possibilités qui s'offrent à nous, parce qu'à côté de toute une masse de population qui aime bien les insultes, etc., il y a aussi une frange qui n'est pas moindre, qui a envie de dire maintenant on veut s'en sortir et on veut aussi avoir des hommes politiques dignes de ce nom qui ont un discours à nous offrir et qui ont aussi des actions et des actions concrètes à mettre sur la table. Sans oublier aussi les sanctions, parce que pour moi, il faudrait quand même sanctionner davantage et sortir une bonne fois pour toutes de cette... je n'appellerai pas ça maslaha, mais de ce soi-disant maslaha qu'on nous offre et qui n'est pas forcément digne de notre pays. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous en prie. Merci beaucoup, Farindo, d'être là. Merci, papa. Essayiste, romancier, le dernier des arts, il faut le lire. Enseignante en sciences politiques, on aime l'écouter, Dr Ndaya Astou Ndiaye. Merci beaucoup. Merci à TSM Business et à son équipe, belle équipe, décor inspirant, plateau
qui inspire forcément avec ce beau décor. Merci pour cet accueil, merci pour cette honte pour développer les idées, la pensée, le savoir, la connaissance. C'est belle. Rendez-vous, chers internautes, la semaine prochaine pour un autre numéro. Bye.